Et je cède la parole à Alexandre de Galzin qui reçoit Philippe Bilger. Bonjour monsieur, et j'espère que vous nous entendez bien. Je vous entends très bien, malgré mon incurie technique. On, Voilà. on va réussir à faire avec, ne vous inquiétez pas. Alors Philippe Bilger, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes magistrat honoraire et président de l'Institut de la parole. Et alors, le sujet dont on voulait parler avec vous aujourd'hui, c'était le sujet de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, donc, qui, on l'apprenait jeudi, hein, a été condamné à 5 ans de prison ferme et de manière avec une exécution provisoire, ce qui fera qu'il ne pourra pas, il pourra faire appel, mais en tout cas, il sera dans tous les cas visiblement emprisonné. Alors, la première question que je vais vous poser, Philippe Bilger, c'est que on a vu une séquence sur les réseaux sociaux qui a beaucoup tourné, dans laquelle vous étiez, on va dire, vous étiez sur le plateau de Pascal Praud, et ce qu'on pouvait retirer de cette séquence, c'est notamment le fait que vous étiez le seul du plateau à expliquer que Nicolas Sarkozy effectivement devait être condamné, et on a l'impression qu'il y a une forme de presque de corporatisme de la part de toute la droite qui consiste à vouloir subitement, après l'avoir critiqué que pendant une quinzaine d'années, défendre Nicolas Sarkozy tous azimuts. Oui, alors, si vous le permettez, d'abord, je rends hommage aussi bien à CNews qu'à Europe 1 et bien sûr à Sud Radio de permettre l'affirmation d'une contradiction au sujet de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Deuxième élément, je ne me permets pas de discuter véritablement le fond du dossier. J'attends avec impatience l'appel qui probablement arrivera, je l'espère, assez rapidement, et on verra alors ce que décidera la Cour d'appel. Et troisième élément, comme certains autres, je discute véritablement l'utilité et la nécessité de l'exécution provisoire qui ne m'apparaissait pas fondamentale en l'occurrence, et je rejoignais sur ce plan le point de vue de Jean-Louis Bourlanges qui disait qu'en réalité, l'exécution provisoire devrait être limitée à 3 cas, garantie de représentation, prévenir le renouvellement des infractions et le trouble à l'ordre public. Donc, si vous m'autorisez ce propos pour l'instant final, mon souci, ça n'est jamais de porter atteinte à la présomption d'innocence qui existe, bien sûr, c'est de défendre le plus souvent possible l'honneur de la magistrature qui, depuis le 25 septembre au soir, a été largement battue en brèche avant qu'enfin des réactions judiciaires se manifestent pour défendre l'institution. Et alors justement, ce qu'on a observé et ce que vous dites d'ailleurs dans ce plateau de Pascal Praud, c'est justement que il y a une forme de parole unique, on va dire, qui, en tout cas à droite, qui consiste à vouloir effectivement, remettre en cause ce que vous appelez l'honneur de la magistrature. D'un autre côté, Philippe Bilger, si je me fais l'avocat de cette droite, on sait aussi depuis quand même de nombreuses années, on pourrait même remonter au mur des cons justement, hein, qui était arrivé sous le mandat de Nicolas Sarkozy. On sait depuis de nombreuses années que la magistrature, c'est une sphère qui penche majoritairement à gauche, et on comprend aussi par les condamnations qui sont parfois légères apportées sur bien d'autres sujets, notamment liés à l'insécurité, qu'il puisse y avoir une critique de cette corporation de la magistrature. Bien sûr, vous avez raison, on a tout à fait le droit de commenter, de critiquer les décisions de justice. Ce qu'il faut, c'est ne pas traîner les magistrats qui rendent les décisions dans la boue, et c'est en particulier ne pas dénaturer la substance même des décisions qui sont rendues, et j'ajouterais le pire, ne pas donner l'impression qu'on n'a pas lu les décisions qu'on vitupère. Mais vous parlez
parliez du mur des cons, j'avais l'honneur d'y être et j'aurais été mari de ne pas m'y trouver. Mais il est évident que je ne discuterai pas le fait qu'une partie de la magistrature peut donner l'impression d'une partialité. Mais je me permets de contester votre fin de propos. Je ne crois pas qu'il soit totalement honnête et pertinent de comparer les condamnations à l'égard de personnes importantes, privilégiées, titulaires d'un pouvoir, avec les voyous qui parfois sont condamnés de manière très indulgente. C'est faire beaucoup d'honneur à ces voyous que de les comparer à des gens qui sont titulaires d'un pouvoir. Je crois qu'en réalité, il faut accepter le fait que, à tort ou à raison, aujourd'hui, les pratiques judiciaires considèrent que lorsqu'on a beaucoup de pouvoir, lorsqu'on a des privilèges, lorsqu'on avait 1000 avantages et qu'on n'avait aucune raison de ne pas être parfaitement moral, eh bien, il me semble que sur le plan judiciaire, on peut concevoir que la sanction alors soit plus sévère. Mais je discute sur un point de vue général, vous comprenez? Oui. Je ne me prononce pas du tout sur le fond du dossier, tout en prenant acte du fait que 3 infractions sur 4, selon le tribunal, ont abouti à une relaxe. Et alors, justement, dans l'esprit En fait, ce qui est critiqué dans cette condamnation, c'est justement le fait qu'on a l'impression que la condamnation qui a été retenue, donc pour association de malfaiteurs, eh bien en fait n'est pas cohérente avec les trois autres relax, et c'est l'angle d'attaque en tout cas utilisé par justement cette partie dominante de la droite qui tend à vouloir défendre Nicolas Sarkozy. Ce qu'on comprend, c'est que quand même dans le fond, et alors là peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer, peut-être moins avec l'œil du politologue, mais plus avec celui du magistrat, c'est que, pour faire simple, les magistrats ont l'air d'avoir considéré que Nicolas Sarkozy était en tort sur le fond, mais qu'ils n'ont pas pu avoir tous les éléments de preuve pour le montrer, et que finalement il y avait une sorte, on va dire, d'esprit du jugement qui consistait à dire bon bah nous n'avons pas pu réunir toutes les preuves prouvant que Nicolas Sarkozy a fait appel à des djihadistes et au régime libyen de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne. En revanche, le faisceau de preuves ne peut pas être écarté non plus, même s'il n'y a pas de preuves irréfutables. Donc finalement on va aboutir à cette condamnation en première instance. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant et répandu, le fait que, en l'absence de preuves formelles, on puisse justement, grâce à un faisceau de preuves, condamner une personne? Je le pense. Alors, pardon, ma réponse sera un peu plus longue parce que votre question est très pertinente et touche véritablement le fond du débat. Je le répète, donc 3 infractions sur 4 ont abouti à une relaxe à partir d'une analyse juridique très pointilleuse de la part de la juridiction qui, en particulier, a exclu un document en le considérant comme probablement faux alors qu'il avait été validé par 3 décisions judiciaires. Donc, si vous voulez... Excusez-moi, je vous interromps un instant, Philippe Bilger, pour donner un peu de contexte à nos auditeurs. Donc là, il s'agit d'un document qui a été traduit de l'arabe par que Mediapart s'était procuré en 2012. Et ce document avait finalement, effectivement, vous l'avez rappelé, été validé par plusieurs décisions de justice avant d'être considéré comme probablement faux, ce qui n'a pas de valeur juridique en soi, d'être probablement faux. Mais d'un autre côté, c'était pour une affaire de date principalement qui était sur le document. Et ce qui est assez particulier, c'est que ce document était considéré comme étant probablement faux, et en même temps les informations qui étaient contenues, si on accepte la date,
était juste. C'est-à-dire que Brice Hortefeux avait effectivement rencontré un terroriste responsable d'un attentat qui avait tué plus de 50 Français. Cette réunion avait bien eu lieu, mais le document n'étant pas parfait, entre guillemets, il avait été considéré comme probablement faux. Exactement, mais vous voyez, je ne discute pas la manière dont le tribunal, avec, je le répète, un pointillisme juridique tout à fait estimable, et je dirais, on peut parler d'une forme même d'indulgence, à écarter 3 infractions sur 4. Alors, lorsque vous évoquez l'absence de preuves, il faut bien comprendre que pour l'association malfaiteur, à partir du moment où ceux à qui on reproche l'infraction d'association malfaiteur ne reconnaissent pas tous l'infraction, eh bien, de toute manière, le tribunal est nécessairement contraint de développer une argumentation qui relève sur la plausibilité matérielle et psychologique de la constitution des infractions. D'accord. Et donc, lorsque nous savons que Brice Hortefeux et Claude Guéant se sont rendus en Libye, notamment pour discuter de la situation de l'assassin du commanditaire Senoussi, il était difficile pour la juridiction d'estimer que ces manœuvres occultes qui engageaient la France d'une certaine manière avaient pu être engagées sans que le président, sans que Nicolas Sarkozy lui-même en soit informé. Alors, bien sûr, nous n'avons pas la preuve matérielle de ce qui s'est déroulé et de ce qui a été manigancé, mais il me semble que, sauf à faire encore de l'aveu la reine des preuves, un tribunal a le droit, à partir des présomptions que je viens de développer, d'estimer qu'il y a une constitution de l'infraction qui peut être reprochée aux 4 et aux 3 en l'occurrence, puisque Taghiédine est décédé il y a peu de temps. Et alors, c'est bon. Alors, ce qu'on comprend de ce que vous dites. Et pardon, oui. Excusez-moi. Oui. Je voulais simplement compléter mon propos. Ça veut dire qu'il y a eu des manœuvres qui ont été accomplies en Libye, si je comprends bien le raisonnement du tribunal. Il y a eu un pacte corruptif, mais qui n'a pas abouti à une corruption concrète et sensible en France. Autrement dit, les manœuvres faites en Libye étaient accomplies en vue d'espérance de financement pour la campagne. Mais apparemment, le tribunal considère qu'on n'a pas eu la preuve de ces financements en France. Oui, alors, et donc, ça relève d'une approche juridique tout à fait valable et qui est très limitée et qui aboutit à une condamnation uniquement pour l'association de malfaiteurs. Alors, pour expliquer à nos auditeurs, donner tout le contexte, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu un virement qui est parti, un transfert d'argent qui est bien parti de Libye, ça a été établi pour arriver en France, donc qui représentait plusieurs dizaines de millions d'euros. On sait que cet argent est parti de Libye pour arriver en France. Simplement, on n'a pas réussi à retrouver précisément cet argent dans les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, maintenant, peut-être qu'on peut s'éloigner un petit peu un instant de l'aspect juridique, peut-être pour faire une analyse de la manière dont cette affaire a été traitée aussi par notre camp, enfin par la droite en général. Ce qu'on observe, et alors c'est la question que je vous pose, Philippe Bilger, c'est pourquoi, selon vous, il y a eu une telle défiance envers la magistrature et par effet miroir, aussi une telle défense de Nicolas Sarkozy qui, encore une fois, a été quand même, durant les 13 années qui viennent de s'écouler, était considéré par ce qu'on appelle la droite nationale aujourd'hui comme en fait le grand traître de la droite. Et je conclue ma question en vous demandant s'il vous plaît de faire attention à essayer de bien parler dans le téléphone pour nos chers auditeurs. D'accord. Et bien
bien, d'abord, je laisse de côté les réactions totalement grotesques, permettez-moi, et empreintes de dérision de la gauche et de l'extrême gauche à la suite de ce jugement du 25 septembre. Il n'y a pas de quoi rire lorsqu'un ancien président de la République est condamné à de la prison. Et pour ma part, c'est évidemment un sentiment qui est aux antipodes de mon caractère. Deuxième élément, je crois que votre question cible précisément ce pourquoi, très modestement, je me bats constamment, non pas pour que, je dirais, on donne systématiquement raison à la justice, ce serait grotesque, mais pour que, lorsqu'on a apprécié la validité d'une décision judiciaire, eh bien, que l'idéologie et l'amitié personnelle passent au second plan à l'égard de l'appréhension lucide et de bonne foi d'un jugement. Ce qui me désole, c'est de voir à quel point systématiquement, dans le camp de la droite, à part quelques exceptions qui demeurent mesurées et modérées, eh bien l'idéologie, le soutien politique domine l'appréhension lucide et honnête d'une décision de justice, comme si on était incapable de se défaire de ces préjugés pour examiner le plus librement et le plus honnêtement possible l'argumentation développée par un tribunal. Je comprends bien l'importance capitale qu'a Nicolas Sarkozy dans le monde de la droite, mais à force, il a eu un certain nombre de procédures dans lesquelles il s'est toujours déclaré innocent, et peut-être serait-il souhaitable que la droite s'interrogeât un petit peu sur le fait que systématiquement, comme un seul homme, par une sorte de fidélité qui ne réfléchit pas, elle emboîte le pas à cette personnalité unique dans notre vie politique française. Et alors justement, évidemment, ce qui est sous-entendu, c'est que la magistrature, encore une fois, serait une corporation de gauche, et peut-être qu'on peut s'arrêter sur ce point, parce qu'on a l'impression que c'est pas seulement, comme vous dites, hein, bien sûr, très justement, le fait que Nicolas Sarkozy soit une personnalité politique centrale, mais c'est également le fait que désormais la justice semble vue par la majorité des Français comme étant défaillante, et elle semble être vue par la majorité de la droite comme étant de gauche. Et donc, en fait, on a l'impression qu'il y a une réaction pavlovienne de la part de cette droite qui dit la justice est de gauche, donc il faut combattre les décisions de justice, même contre Nicolas Sarkozy, sans s'intéresser au fond de l'affaire. Vous voyez, évidemment, je ne dis pas, j'espère, je ne dis pas ridicule au point de nier que certaines pratiques judiciaires peuvent légitimement inquiéter nos concitoyens, voire les indigner. Je pense par exemple à la récente décision d'un JLD à Tourcoing. Mais en réalité, je ne crois pas qu'à l'égard de Nicolas Sarkozy, on puisse invoquer pour l'ensemble des procédures dont il s'estime victime quoi que ce soit qui ressemble à un parti pris politique, et encore moins une quelconque haine de la part de la magistrature. Il faut accepter l'idée que ces procédures multiples renvoient probablement à une implication certaine et assurée dans une forme de délinquance pour tel ou tel dossier. Mais pour rentrer dans le fond de votre question, bien sûr, il y a des pratiques judiciaires dont je suis persuadé qu'elles sont inspirées par une idéologie de gauche. J'ai fait référence à Tourcoing tout à l'heure. Je suis persuadé que certaines décisions judiciaires qui ont choqué l'opinion publique, je repense à Tourcoing, elle est fondamentale lorsqu'un JLD met sous contrôle judiciaire des voyous qui avaient frappé un policier. Eh bien, je suis persuadé que derrière ces pratiques judiciaires, il y a parfois une hostilité à l'égard du formidable couple régalien que constitue aujourd'hui Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Je ne nie pas le fait qu'une
partie de la magistrature, dans ses pratiques, puisse s'inquiéter sur le plan idéologique. Mais vous voyez, au fond, je crois davantage que cette inquiétude concerne parfois une hostilité à l'égard de ministres qui mènent une politique la plus cohérente et la plus efficace possible, plutôt qu'à l'encontre d'un ancien président à l'égard duquel je ne crois pas qu'on puisse reprocher à la magistrature une quelconque partialité. Et alors, la question, on comprend votre constat, et évidemment, hein, quand on lit un peu alors je vous avoue que j'ai pas lu non plus les 400 pages du compte-rendu de la décision judiciaire, enfin l'intégralité de la décision judiciaire, mais au moins le compte-rendu, et on comprend effectivement que, et c'est ce qui tend à ressortir de tout ça, c'est que la décision, en l'occurrence, de condamner Nicolas Sarkozy à de la prison ferme n'est pas idéologique, mais comme vous l'avez dit, elle repose sur un faisceau de preuves qui est consistant, et encore, disons que c'est un faisceau de preuves à défaut d'avoir quelques preuves absolument formelles, parce que l'affaire, dans le fond, est bien plus grave. Mais une question se pose désormais. Là, on voit effectivement cette réaction pavlovienne de la droite. On voit à quel point la magistrature est sous le coup d'une forme de défiance de la part de cette droite. Philippe Bilger, selon vous, comment est-ce qu'on reconstruit une forme de confiance entre les Français, plus particulièrement le peuple de droite qui nous intéresse en l'occurrence, et justement cette magistrature? Et excusez-moi, prenez garde à bien parler dans votre téléphone, nous demandent les auditeurs. Vous voyez, tout simplement, alors il y a les deux bouts de la scène. D'abord, il me semble, sans être offensant à l'égard de la classe politique, qu'il est nécessaire de créer en son sein, en dehors de la bonne foi que j'évoquais tout à l'heure, une plus grande culture juridique et judiciaire et une moindre propension à appréhender les actes de justice par le biais de l'idéologie. Ça, c'est le premier bout de la scène. Le second, et là je renvoie à la magistrature, il faut évidemment que la magistrature elle-même donne du sien. Si vous voulez, il est fondamental qu'elle réponde davantage qu'elle ne le fait à l'attente du citoyen, à son désir de résultat, à sa volonté d'équité et de justice. Et donc, les magistrats, quel que soit le domaine où ils exercent, ne peuvent pas, en quelque sorte, se désintéresser de l'opinion publique. Il est nécessaire que par leur action et leurs propos, et notamment en prenant garde à un syndicalisme qui parfois est totalement dévoyé, il faut que les magistrats parviennent avec énergie, volonté et honnêteté à restaurer véritablement un lien de confiance et d'estime avec l'opinion publique. Là, c'est de leur fait, c'est de leur responsabilité. Et à mon avis, j'utilise le terme de responsabilité, il est capital. Je pense que paradoxalement, l'un des moyens qui permettra de restaurer une plus grande confiance entre le citoyen et le juge, ce sera d'amplifier l'existence de responsabilité de celui-ci. Et il est tout à fait possible demain d'aller dans le sens que votre interrogation formule. Il est fondamental de restaurer un lien démocratique et de respect entre les juges et les politiques, et ça dépend des deux. Et ce qu'on comprend de votre propos, Philippe Bilger, c'est que la responsabilité, finalement, ça va dans les deux sens. On vous remercie beaucoup d'être intervenu chez nous. Merci pour la pertinence de vos questions. Vraiment, ça n'est pas toujours le cas. C'est très aimable. Merci beaucoup. Bah, écoutez, dans ce cas, on espère que ça vous motivera pour revenir bientôt ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Merci, Philippe Bilger. Et la courtoisie n'est pas absente, en effet. Merci.